Bonjour à tous, c'est Quinjean de la chaîne Car Climbing. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça, facecam, et ça fait plaisir, honnêtement, c'est un peu les formats que je préfère. Aujourd'hui, j'ai un petit quelque chose pour toi, un petit cadeau à te partager, à t'offrir. C'est littéralement un extrait de ma nouvelle formation sur la force à doigts qui s'appelle Doigts de Titane. Dans cette formation, on voit ensemble en fait les déterminants de la force à doigts, les structures, le complexe muscle-tendon. On voit aussi dedans tous les outils d'entraînement à ta disposition, tous les essentiels et principes à maîtriser dans l'entraînement si tu veux développer ta force à doigts, avec quelques programmes, il y en a 9 en tout, que tu sois débutant, intermédiaire ou expert pour développer que ce soit ta force à doigts, la force contact, le RFD, bref, on parle aussi de toutes ces notions-là. C'est assez complet comme formation, je dirais c'est même la formation la plus complète que j'ai jamais faite, il y a 5h30 de vidéo, donc si jamais ça t'intéresse, écoute, le lien est dans la description, et de toute manière, que tu veuilles ou non prendre cette formation ou bien une autre, il n'y a pas de problème, c'est toi qui choisis, je t'offre quand même ce fameux PDF, donc pour expliquer et remettre un peu de contexte, ce PDF là c'est littéralement la mind map que tu es en train de voir à l'écran, que tu vas voir, que je vais expliquer, et qui est issue de cette fameuse formation. Il y a même un petit bonus qui n'est pas censé être dedans, que tu verras pas à l'écran, notamment à propos de la fatigue et pourquoi ça ne sert à rien d'aller à l'échec. Ça c'est gratuit, tu peux le prendre, ça me fait plaisir, c'est moi qui te l'offre. Je te laisse tranquille avec tout ça et je te laisse regarder cette vidéo. Aussi, petite information importante, sur le début de la vidéo, ne sois pas surpris s'il n'y a pas ma tête qui est incrustée, c'est un petit problème au début de la vidéo. À partir d'un moment, c'est bon, ma tête revient, comme ça tu le sais. Je te dis à tout de suite, installe-toi bien et on va pouvoir démarrer ensemble. Alors, dans cette partie, on va parler des principes d'entraînement avec 4 sous-chapitres, notamment les facteurs influençant la production de force, comment est-ce qu'on fait pour développer sa force maximale, donc absolue, et comment est-ce qu'on fait pour développer sa force contact ou RFD, et ainsi que les phénomènes d'optimisation de l'explosivité. Donc nous, on va démarrer dans cette première vidéo avec la première partie sur les facteurs influençant la production de force. Il faut savoir qu'il existe plusieurs déterminants avec 2 grandes familles. En 1, les facteurs ici nerveux et en 2, les facteurs décidément structuraux. On va commencer avec les facteurs nerveux. Je vais te parler des unités motrices. En fait, dans ces facteurs nerveux, ce qui prime, c'est d'abord les unités motrices ainsi que leur recrutement. Donc on parle souvent de recrutement des unités motrices UM. Moi, habituellement, je parle de recrutement nerveux. Ça va être en fait le fait d'être capable d'utiliser plus de fibres musculaires pour un seul et même mouvement. Quand on fait une commande de fermeture de bras ou de tenue de prise pour un effort maximal, un potentiel d'action est envoyé de mon cerveau via le motoneurone sur mon muscle, donc celui des fléchisseurs, et selon la force que j'ai envie d'appliquer, je vais avoir un potentiel d'action qui soit plus puissant, plus fréquent, avec une décharge plus importante. Cette décharge va me permettre d'avoir plus d'unités motrices et donc de contracter plus de fibres musculaires. Concrètement, voilà ce qui se passe après en fait un entraînement. On a une adaptation qui est neurale, donc en fait il faut savoir que plus on va s'entraîner en force max, plus on va être capable de recruter des fibres nerveuses et des fibres musculaires. Et c'est ce phénomène-là d'adaptation nerveuse qui va primer pour les adaptations et les gains de force premièrement. Donc voilà ce qui se passe en termes d'adaptation quand on envoie cette commande motrice. On a un potentiel d'action qui est amélioré, notamment en termes de recrutement spatial et de recrutement temporel. Au niveau du recrutement spatial, c'est celui qui permet la synchronisation des unités motrices. En fait, il y en a de plus en plus. Plus on s'adapte pour faire un mouvement de force maximale, plus on renforce le message que l'on envoie et plus on va être capable de synchroniser ces unités motrices. Ça veut dire qu'il va y en avoir plus pour une seule et même commande motrice. Ensuite, le deuxième phénomène, c'est le recrutement temporel, c'est-à-dire qu'on va augmenter la fréquence de décharge des unités motrices qui est directement liée à la production de force. Ça veut tout simplement dire que pour une même contraction, on va avoir en fait davantage de petites oscillations et donc cette fréquence qui est augmentée, ça, si tu veux, stimule davantage le muscle et donc permet de produire une force de contraction qui est plus importante. Voilà ce qui se passe. On augmente le nombre d'unités motrices et on stimule davantage en fait ces unités motrices pour produire encore plus de force. Donc ça, ce sont les 2 phénomènes principaux. Ensuite, on a la coordination intermusculaire et intramusculaire. Tu vas voir, c'est assez très simple. Donc voilà ce qui se passe. C'est une illustration de la progression nerveuse pour prendre de la force. Donc quand on fait un cycle de force, au tout début, on est capable juste de recruter certaines unités motrices, certaines fibres musculaires, mais pas la totalité, ni de manière très synchrone. Donc on parle de cette fameuse coordination.
Après 3 mois d'entraînement, par exemple, on va avoir une amélioration de la synchronisation intramusculaire, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le recrutement temporel et spatial, donc on est capable d'en recruter davantage et de plus nombreuses avec une intensité plus importante, et puis ensuite, plus tard, avec peut-être un entraînement beaucoup plus prolongé, je vais dire 6 mois, on peut avoir des phénomènes notamment d'hypertrophie, on en parlera dans les adaptations structurales plus tard, qui te permettent d'avoir plus de fibres musculaires et donc à ta disposition, si tu as un volume plus important, tu vas pouvoir générer plus de force. Tout d'abord, quand on parle de facteurs nerveux, c'est pour être capable de recruter ce qui est déjà là. Donc c'est pour ça qu'en fait on a des muscles qui sont denses et toniques et pas très épais, parce qu'on ne cherche pas à faire de l'hypertrophie, mais on cherche à savoir utiliser via un recrutement nerveux le plus de fibres musculaires possible. Et ensuite, seulement, quand on a atteint un certain plateau, qui arrivera, quoi qu'il arrive, on peut chercher à augmenter cette force en augmentant le nombre de fibres musculaires par une prise d'hypertrophie, par une phase d'hypertrophie. Donc voilà, c'est à peu près ce qui se passe en fait lorsqu'on apprend un nouvel exercice de force et au bout de quelques semaines. Lorsqu'on fait un exercice pour la première fois, par exemple une séance de force à doigts, au tout début, on est capable de générer un tout petit peu de force et puis au fur et à mesure, on est plus coordonné, on envoie un potentiel d'action avec un meilleur recrutement spatial des fibres musculaires et un meilleur recrutement temporel puisqu'on envoie plus de décharge. Et voilà pour ce qui concerne les unités motrices et la coordination inter- et intramusculaire. D'ailleurs, si tu as un peu de mal à me suivre avec toutes ces explications et ces noms un peu barbares d'unités motrices, de recrutement spatial, de fibres musculaires, etc., je t'invite à regarder directement ma formation sur la force qui englobe un petit peu tous ces processus et surtout qui les explique d'un point de vue physiologique, avec notamment les étapes de la contraction musculaire, ce qui se passe réellement à l'échelle, je dirais, moléculaire et même cellulaire, donc avec les filaments d'actine, de myosine, la strisède, les têtes de myosine par exemple, les ions calcium, les microtubules T, tout ça en fait a son importance, et lorsque je te parle en fait de ces choses-là, j'estime en fait que tu sais de quoi je parle, et si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder cette formation. Pour finir, on a donc en dernier facteur nerveux qui a son importance parce que ça reste quand même quelque chose de primordial dans la force, la production de force, c'est la réduction des inhibiteurs de la force. Quand tu es en train de contracter un muscle, c'est-à-dire un agoniste, donc là je fais une flexion de mon bras avec le biceps est l'agoniste, mais le triceps qui est juste ici est mon muscle antagoniste. Et donc c'est ce qu'on appelle la réduction de la coactivation des antagonistes. Parce que si j'étais en train de fermer le bras et que mon triceps était également en train de se fermer et qu'il n'était pas inhibé, j'aurais le bras en pleine tétanie. Et c'est un peu ce qui se passe. Ça tire vers le haut et ça tire vers le bas. Les deux se contractent et je ne sais plus bouger le bras. Donc pour avoir cette liberté de mouvement, il faut bien que d'un côté j'active le biceps et de l'autre j'inhibe le triceps. Et c'est aussi également une protection du corps envers nous-mêmes par les organes tendineux de Golgi, OTG, qui réduisent eux la quantité de force que l'on produit pour ne pas justement se blesser également. Donc c'est ce qu'on peut voir, c'est souvent en fait un récepteur qui est lié autour des fuseaux neuromusculaires et qui est sensible à la longueur, l'étirement de ce muscle. Donc lorsque je contracte un muscle, ça me permet de relâcher l'autre muscle. Et c'est grâce à ces trois facteurs, l'augmentation du recrutement nerveux, la coordination intra- et intermusculaire et la réduction de la coactivation des inhibiteurs, que l'on peut produire un maximum de force, en tout cas en majeure partie. Et maintenant on va voir la suite. Donc la deuxième explication, notamment les facteurs, cette fois-ci structuraux, donc ce sont des facteurs qui influencent la production de force, mais de manière un peu moindre, mais ils restent importants. On a en premier lieu le type de fibres musculaires, donc c'est-à-dire quelles sont la proportion de tes fibres lentes et de tes fibres rapides. Donc pour rappel, on a trois types de fibres, les fibres lentes de type 1, les fibres rapides de type 2A et les fibres rapides de type 2X. Alors là, on voit directement en fait sur ce schéma la vitesse en fonction de la force qui nous donne une courbe de puissance, et on voit bien que chaque type de fibre est spécialisé, je dirais, dans un type de contraction que l'on va voir immédiatement. Je rentre pas dans le détail, c'est expliqué dans l'autre formation sur la force. En gros, les fibres lentes de type 1 servent justement, comme leur nom l'indique, à des contractions lentes. Ce sont des fibres endurantes, donc pour les efforts beaucoup plus longs. Les fibres rapides de type 2A, ce sont des fibres qui permettent une contraction qui est moyennement forte et moyennement rapide, donc on va dire pour les efforts plutôt intermédiaires, tout ce qui va être de l'ordre de la filière lactique. Et pour les fibres de type 2X, ce sont les fibres les plus explosives qui vont te permettre de créer un maximum de puissance, et donc elles ont une contraction qui est forte et à la fois rapide. Donc
Maintenant, pour les facteurs architecturaux du muscle. Donc, ce qui va influencer également la force, c'est ce qu'on appelle l'angle de pénation. L'angle de pénation, c'est l'angle que forment les fibres musculaires par rapport à l'axe selon lequel le muscle exerce une force. Donc on va le voir ici, ça sera plus simple. Ici, on a une aponévrose superficielle au niveau du muscle et celle qui est profonde. Et on a ensuite l'angle de pénation, donc l'angle θ, c'est le sens dans lequel les fibres musculaires vont tirer par rapport à ces deux aponévroses. Donc là, on voit bien ici que l'angle est plus important et ici, l'angle est un peu moins important, il est plus petit. Ce qu'on sait de ces recherches-là, c'est que plus l'angle de pénation est important, plus le PCSA, c'est-à-dire en fait la coupe transversale est importante, et plus le nombre en fait de sarcomères est également élevé, ce qui est en lien directement avec la production de force. La longueur aussi des faisceaux musculaires va avoir son importance sur la production de force, ainsi que la surface de coupe transversale, donc c'est ce que j'appelais ici tout à l'heure le P, je vais le noter, PCSA. Donc cette surface de section transversale, imagine, je prends là l'avant-bras, je le coupe, c'est la largeur en fait de mon bras lorsqu'on le regarde à l'intérieur. Donc c'est exactement ce qu'on fait sur des muscles pour mesurer la force, parce que c'est l'un des facteurs principaux pour déterminer la puissance d'un muscle, ou en tout cas d'une fibre musculaire. En résumé, s'il fallait voir les choses concrètement, le RFD, donc le Rate Force of Development, donc ton taux de développement de la force, c'est quelque chose qui va être déterminé par la force maximum, donc ce fameux plafond, qui lui-même peut être déterminé par le muscle CSA, donc en fait c'est la section transversale du muscle, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'activation du muscle, donc le recrutement et la vitesse de recrutement de tes unités motrices. Le type de fibre, la composition, est-ce que tu as des fibres lentes ou est-ce que tu as des fibres rapides? Et j'en ai pas parlé encore, mais j'en parlerai après, la raideur du complexe muscle-tendon, donc c'est la raideur de tes tendons et un peu de tes muscles pour pouvoir atteindre qui va avoir une influence sur le temps qu'il va te falloir pour atteindre un pourcentage de force élevé. Donc voilà, on en a terminé avec ce premier sous-chapitre sur les facteurs qui influencent la production de force. Donc on a vu à peu près tous les leviers sur lesquels on peut jouer. Maintenant, ce qui va être intéressant, puisqu'on connaît ces fameux leviers, ça va être de voir sur quel levier jouer pour développer soit la force maximale, donc c'est la force absolue, ton plafond, soit le RFD, la force contact, donc ton explosivité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu peux atteindre ce pourcentage élevé proche de ta force maximale. Comment développer sa force maximale absolue, c'est-à-dire en fait la force que tu es capable de générer au maximum pendant une durée de plusieurs secondes. On n'est pas sur un RFD, c'est-à-dire générer rapidement sa force. Ici, on cherche à la maintenir et donc en termes de force maximale, on va plutôt parler de 5 secondes, 7 secondes, 10 secondes tout au plus. Et c'est ce qu'on va voir comment faire pour la développer. En termes d'intensité, il faut savoir que l'intensité, quand on parle de force maximale, elle doit toujours être élevée, souvent au-delà de 85% de MVC, donc la force maximale qu'on est capable de tenir donc en escalade plutôt aux alentours des 7 secondes. En fait, l'effort doit être tel qu'il est insoutenable au-delà des 10 secondes. Pourquoi ? Parce qu'on cherche en fait à utiliser une filière qui est la filière anaérobie alactique, donc dans laquelle on utilise principalement comme substrat énergétique de l'ATP et de la phosphocréatine, et donc le système phosphagène, lui, il peut donner cette énergie normalement pendant un peu moins de 10 secondes ou 10 secondes tout au plus. Si on augmente cela, on va changer de filière, et donc on n'aura pas les mêmes effets à cause des contraintes différentes, du stress différent, mais surtout de la fatigue produite qui va être différente. Maintenant, en termes de volume, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était non pas le volume que tu faisais sur une seule et même séance, donc le nombre de répétitions à la séance, mais plutôt le volume général que tu fais sur une saison, donc soit de manière hebdomadaire, de manière mensuelle ou par cycle. Concrètement, en fait, ce n'est pas le nombre de répétitions qui est déterminant, donc le nombre de répétitions par série. Donc à la séance, par exemple, en termes de suspension, de force à doigt, on peut avoir une séance qui va de 3 à 4 suspensions jusqu'à 8, 9, 10. On se rend compte que c'est pas ce nombre qui est important. Ce qui est important, c'est d'être proche de l'échec et donc d'avoir un RER, répétition en réserve, proche de 0 ou bien de 3. Donc, ce qui importe réellement, c'est cette proximité à l'échec, donc la charge qu'on va utiliser par rapport à nos propres capacités
et plus tard, à l'échelle globale, lorsqu'on cherche à obtenir des gains de plus en plus importants, en tout cas avoir une force de plus en plus développée, le nombre total de sets de série. En général, donc sur une poutre, on va viser des intensités, des suspensions qu'on ne peut tenir que 3 secondes à 10 secondes par répétition, donc on va être dans une contraction isométrique maximale, et on va chercher à avoir, durant cette suspension, 3 secondes, 2 à 3 secondes de marge, donc RIR, Rep in Reserve, donc c'est le répétition en réserve en version française, qu'on retrouve ici dans la suspension en poutre. En termes de volume d'entraînement par semaine, on s'est rendu compte que 4 à 12 séries par semaine étaient largement suffisants pour obtenir des gains significatifs. Maintenant, pour la récupération, donc on peut parler de 2 types de récupération. La première, entre 2 séries. Donc, quand on fait une suspension maximale avec 10 secondes de temps sous tension et 3 secondes de marge, on voit que les temps de récupération doivent être longs. Ça veut dire que si je me suspends là tout de suite 10 secondes, ce n'est pas pour refaire la même suspension dans 1 minute. Ce n'est pas assez. Lorsque je travaille, je perds justement mes niveaux d'ATP, de phosphocréatine, et donc pour récupérer, si j'attends seulement 1 minute, je vois bien que je passe de 30, allez, on va dire 25% à 85%. Donc on ne récupère pas 100%, 1 minute, c'est trop peu. Il va falloir attendre beaucoup plus longtemps, notamment jusqu'à attendre 8 minutes de récupération complète si on veut atteindre les 100% de récupération. Donc concrètement, ce que ça veut dire, quand on fait une suspension max, on doit attendre au minimum 3 minutes de repos jusqu'à 8 minutes pour atteindre la récupération complète. En deçà de 3 minutes, ça n'a aucun intérêt. On n'est plus dans de la qualité, on fait de la quantité. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à faire des efforts de qualité pour avoir des stimuli particuliers, pour provoquer des adaptations qui ne sont possibles seulement qu'à une certaine intensité qu'on est capable de générer seulement après un certain temps de repos. D'où le fait d'attendre 3 minutes de repos au minimum et jusqu'à 8 minutes pour atteindre 100% de récupération, parce que la force maximale, elle engendre beaucoup de fatigue neuromusculaire, et donc le temps au système nerveux de récupérer, mais aussi de refaire cette synthèse du système phosphocréatine, on a besoin de plusieurs minutes et pas de quelques secondes. Maintenant, s'il faut parler de temps de repos entre 2 séances, puisqu'on engendre beaucoup de fatigue neuromusculaire, histoire de refaire en fait ce système nerveux, lui permettre de récupérer et de faire de nouvelles séances qualitatives, donc avoir une certaine excitabilité des fibres nerveuses et un bon recrutement nerveux. On a besoin au minimum de 48 heures de repos. Ça, c'est idéal quand on est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine et qu'on ne sait pas faire autrement. Maintenant, idéalement, il faudrait attendre 72 heures à 96 heures si tu fais de grosses séances, que tu vas à l'échec ou que tu as seulement une répétition en réserve d'1 seconde ou bien qu'une seule répétition. Mais ça, c'est seulement et plutôt adapté aux personnes qui vont cibler leur entraînement. Par exemple, faire un cycle de force à doigts et ne faire que ça en s'entraînant seulement 2 à 3 fois par semaine. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour tout le monde, donc c'est pour ça qu'on va surtout essayer de jouer sur cette flexibilité entre les 48 heures de repos au minimum et les 72 heures de repos idéalement. Souvent, si on vient chercher les 96 heures, c'est plutôt qu'on est en vacances, en déplacement et qu'on cherche à faire un cycle de force à doigts parce qu'on n'a que la poutre et qu'on n'a que ça à faire et qu'on cherche à être efficace. Maintenant, en termes de fréquence, on a vu donc l'intensité qui doit être élevée, le volume qui n'a pas besoin d'être important. À partir de 4 séries, on peut avoir des gains, jusqu'à 12 au-delà, c'est pas si intéressant, mais le volume est important. Ce qui prime, c'est l'intensité. En termes de récupération, plutôt des repos longs, plusieurs minutes, entre 3 et 8 minutes, pour les séances 48 heures, 72 heures, et pour la fréquence, donc tu l'auras compris, une séance par semaine au minimum, si tu es un débutant, jusqu'à 2 séances par semaine, ce qui est idéal, je dirais, pour la plupart des gens, si tu souhaites avoir des gains. Pour ma part, je n'ai jamais fait plus, je ne me suis jamais réellement entraîné plus de 2 fois par séance par semaine, peut-être une fois où j'ai dû faire quelques fois 3 séances par semaine, mais c'est parce que j'avais que ça à faire et que je n'avais pas de mur à disposition. Sinon, ces 2 séances par semaine restent un idéal, je dirais, pour la plupart des gens pour obtenir des gains significatifs. Au-delà de ça, tu vas fatiguer ton système nerveux, ce n'est pas la peine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cet extrait de formation. Je te le rappelle, mais si tu veux obtenir le PDF, le lien est dans la description. Tu vas retrouver en fait littéralement la mind map que je t'ai montré à l'écran, plus un extrait sur pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller à l'échec, à quoi ça sert et comment l'éviter. Si jamais tu veux aussi aller encore plus loin et pourquoi pas avoir l'intégralité de la formation, le lien est dans la description. J'en profite pour te rappeler que c'est le Black Friday, donc si tu veux avoir la formation à moindre coût, donc en l'occurrence moins 50%, c'est le moment, c'est jusqu'au 7 décembre à 23h59, et si tu veux me soutenir et que tu apprécies mon travail, n'hésite pas à me le faire savoir. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, porte-toi bien,
attention durant cette dernière période de fête, prends soin de toi, c'est pas le moment de te blesser, de mal terminer l'année. Je te dis à bientôt, à la prochaine, c'était Carl Jean, ciao.